La boîte, elle s'appelle AO Conquête. Donc AO, c'est pour appel d'offres. Donc elle est à la conquête des appels d'offres. Un marché public, c'est une procédure d'achat. Les entreprises privées, elles achètent ce qu'elles veulent avec leur argent. Ils font ce qu'ils veulent. Si demain, ils ont envie d'acheter 1000 téléphones roses à pompons verts, ils font ce qu'ils veulent parce que c'est l'argent qu'ils ont gagné à la sueur de leur front. Généralement, on dissocie le privé du public. Dans notre image, c'est vraiment deux opposés. Là, ce qui est contradictoire, c'est que c'est le privé qui publie le public. Et moi, l'exemple que je donne tout le temps, c'est on n'est pas là pour remplacer votre expertise, on est là pour l'accompagner. Je serai jamais plus fort en cybersécurité qu'en client cyber, c'est pas le propos. Le propos, c'est d'accompagner votre expertise et d'être le bon enrobage, parce que nous, on sait comment on va penser un acheteur. Je sais pas, mais c'est un ressenti. Quand je discute avec les gens, ils se disent ah bah c'est du public, donc je vais arriver, c'est servi sur un plateau doré. Et après, très rapidement, il y a des boîtes qui vont être déçues. Et t'as un proverbe chinois qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans en fait. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc plante ton arbre maintenant, plante ta graine maintenant. Et quand on sera en 2035, t'auras tes 10 ans d'expérience. Bon ben, épisode 1 d'un podcast, on verra s'il sera vu ou pas. Merci à Podblend, à Gennevilliers de nous accueillir. Et merci à toi Vincent du coup, parce que c'est toi qui m'as fait découvrir un peu le concept. Je pense que c'est une bonne idée en termes de communication sur notre entreprise, qu'on va être amené du coup, à décrire un peu tout à l'heure. Comment tu as découvert Podblend? Qu'est-ce qui fait que tu as eu la bonne idée de m'amener ici en fait? Bah écoute, c'est assez simple. Le monde de l'entrepreneuriat, il est petit. Donc les gens parlent, on discute, on échange. D'accord. Et j'ai déjà eu l'occasion de venir pour faire un podcast. Donc je pense que c'est quand même un mode de communication qui est plutôt répandu, qui est plutôt sympa, qui est intéressant en termes d'approche. Et pour montrer vraiment la personnalité des gens à qui on a affaire. Si on est amené à travailler avec des personnes, c'est quand même bien de voir le naturel aussi des choses. D'accord. Bah écoute, épisode 1 du podcast, le but, on va parler entrepreneuriat, on va parler de différents sujets. Donc moi, je m'appelle Philippe Courtois, toi tu le sais déjà, mais c'est pour nos auditeurs. Philippe Courtois, je suis créateur d'entreprise, j'aide des entreprises à répondre notamment aux appels d'offres publics. Et bah, je te laisse te présenter, puisqu'on travaille ensemble depuis presque un an. Bah pour faire simple, ça fait un an que je travaille avec toi du coup. C'est un petit peu le hasard. Moi là-bas, je suis issu de l'immobilier. La conjoncture a fait que j'apprends rien à personne. Ça fait 1 an et demi désormais que c'était un peu compliqué. Ouais. Et donc je me suis dit, à un moment donné, il faut savoir rebondir. Donc par rapport à un after work, je me suis dit, bah tiens, on va écouter ce que Monsieur Courtois a à dire. J'ai écouté, ça m'a intéressé. Je me suis dit qu'il y a un potentiel de croissance intéressant. C'est un domaine qui n'est pas forcément très connu. Et me voilà aujourd'hui depuis 1 an, donc à répondre au marché public pour les clients et les accompagner sur ce domaine-là. Du coup, ça tombe bien. Donc, ça fait 1 an qu'on est sur le même bateau. 1 an plus tard, sans regret? Non, parce que déjà l'avantage, je dirais, c'est quand même la diversité des clients. Ok. Parce que marché public, c'est pas. Si on prend, il y a certaines activités, on va être limité sur un segment. D'accord. Ça veut dire qu'on fait de la fourniture, par exemple, médicale. On va travailler qu'avec les hôpitaux ou les cliniques. Ouais. Alors que là, c'est diversifié. On peut avoir... on a eu du drone, de la communication, on a eu de la formation, traiteur. Donc ça permet un peu d'élargir le spectre des connaissances métiers. On reste pas sur un segment. C'est excellent ce que tu dis. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est exactement pour ça que j'ai créé la boîte en fait. Donc pour rappel, Philippe Courtois, la boîte elle s'appelle AO Conquête. Donc AO c'est pour appel d'offres. Donc elle est à la conquête des appels d'offres. Donc AO Conquête, et c'est exactement ce que tu viens de dire, plein de métiers différents, etc. Donc moi j'ai créé la boîte en 2022. Et en gros, pour faire simple, je suis un ancien commercial terrain qui a ensuite quitté le terrain pour répondre beaucoup à des appels d'offres pour des grosses boîtes pendant une dizaine d'années, qui a bossé pour un acteur public qui est la Société du Grand Paris avant de me lancer du coup et de lancer la création d'entreprise et dans laquelle je t'ai intégré du coup l'année dernière et je te remercie du coup d'avoir rejoint le bateau. Et effectivement, moi je suis quelqu'un qui m'ennuyait beaucoup pendant que j'étais salarié en fait. Je changeais de poste tous les 2-3 ans max. Et en fait, à chaque fois que je changeais d'activité. Je pense que tu as vécu un peu la même chose de ton côté. Moi, c'est ça. Toi, tu es passé du funéraire à l'immobilier, en passant par différents... Maintenant, tu fais du marché public. Ouais, non, je pense que tu as besoin de te renouveler. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est aussi la genèse un petit peu du marché public. C'est la diversité. Et en fait, à chaque fois, tu découvres un marché différent, tu découvres une ville différente, une commune différente. Et c'est ça qui fait la richesse aussi du métier. C'est vraiment c'est pas uniquement on va dire l'entreprise avec laquelle on travaille, mais c'est aussi l'acheteur public. Ça a une raison aussi sociétale. C'est ce qui est intéressant, c'est économique, c'est sociétal, c'est aussi du business. C'est là où c'est... Ouais, tout à fait. Alors, là, on voit que tu as 1 an d'expérience, parce que c'est vrai que tu fais la connexion sur plein de trucs. Après, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est quoi un marché public, c'est quoi un appel d'offres, pour faire simple, un marché public, c'est une procédure d'achat. Et en fait, je pense qu'on peut couper le monde en 2 parties. Vous avez les entreprises privées
et les entreprises publiques. Les entreprises privées, elles achètent ce qu'elles veulent avec leur argent, ils font ce qu'ils veulent. Si demain, ils ont envie d'acheter 1000 téléphones roses à pompons verts, ils font ce qu'ils veulent parce que c'est l'argent qu'ils ont gagné à la sueur de leur front. Demain, un acheteur public, là, on est à Gennevilliers aujourd'hui. Mettons que la mairie de Gennevilliers, elle veut acheter 1000 téléphones roses à pompons verts pour les bureaux. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi parce que c'est l'argent de nos impôts. Et à partir de là, du coup, ils doivent faire une procédure qui est contrôlée. Et cette procédure, pour faire très simple, ça s'appelle un appel d'offres public qui va donner lieu à un contrat qui s'appelle un marché public. Donc, si je prends l'exemple débile du téléphone rose à pompons verts, mais en fait qu'on va garder parce qu'il n'est pas si débile que ça, plutôt que de donner directement le devis à mon cousin qui a une société de téléphone, comme ça il fait de l'argent, on n'a pas le droit parce que c'est de la corruption. Donc en fait, ce qui passe, c'est qu'ils vont lancer un appel d'offres public, ils vont faire une annonce, littéralement une annonce, pour dire la mairie de Gennevilliers a besoin de 1000 téléphones roses à pompons verts. Et à partir de là, les entreprises qui vont voir l'annonce et qui sont à même de produire ce genre de marchandises très recherchées vont être capables du coup de répondre à l'annonce. Et c'est un peu la meilleure offre qui gagne. Il y a des critères, on va rentrer dans le détail, des critères de prix, il y a des critères de valeur technique, il y a des critères de délai de livraison. Et c'est l'entreprise qui aura fait la meilleure offre sur ces différents critères qui va être titulaire du marché public et qui va donc livrer formidablement 1000 téléphones verts à pompons roses pour la mairie de Gennevilliers. Là, on intervient. Et pourquoi j'ai créé ma boîte pour rejoindre ce que tu as dit tout à l'heure. D'une, quand j'étais salarié, je m'ennuyais très vite. Donc, je suis passé de l'agroalimentaire. Après, j'ai vendu des annonces immobilières. Après, je suis passé sur du médical. Après, j'étais sur du contrôle de bâtiment parce qu'en fait, j'étais jamais satisfait. Et à chaque fois, j'occupais des rôles différents. Et aujourd'hui, comme tu le dis, on fait un métier où, sans bouger de notre fauteuil, on peut adresser des plombiers, des gens qui font du drone. Le lendemain, on travaille avec un mec qui fait de la formation. Un qui fait de la formation sécurité, l'autre qui fait de la formation sur plein de sujets différents. Et à chaque fois, avec le parti pris d'accompagner le développement de nos clients. Est-ce que toi, tu sens que tu as un secteur d'activité avec lequel tu as plus d'affinité? Je te dirais non pour le moment, parce que si on prend des activités très spécifiques, en fait, je découvre les process de chaque métier. Et il y a une question par rapport à tout ce que tu as dit, et je pense que c'est pas mal de l'expliquer. Et encore hier, on m'a posé la question, c'était ben, comment vous faites pour connaître notre métier? Parce que Ah ouais, ça, c'est un petit peu ouais. normal de se dire, la question, elle est tout à fait légitime, c'est de se dire, ah ben, vous êtes externe à notre métier, Ouais, mais vous pouvez répondre à notre place. De manière pragmatique, est-ce que vous pouvez connaître notre métier alors que vous ne faites pas notre métier? La question, elle est là. Quoi. D'accord. Alors, moi, cette question, on me la pose. Et souvent, c'est les gens, ils sont. Surtout quand ils font un métier très technique. Et ils disent, OK, vous êtes fort en marché public, en je sais pas quoi, mais nous, on fait un métier hyper technique, on est créateur de sites internet, on fait voler des drones, on fait de la cybersécurité. Et comme tu l'as dit, la question, c'est notre métier technique, enfin, c'est quoi votre valeur ajoutée, quoi? Parce que c'est nous qui écrivons tout. Et moi, l'exemple que je donne tout le temps, c'est on n'est pas là pour remplacer votre expertise, on est là pour l'accompagner. Et l'exemple que je donne tout le temps, c'est celle de la gélule d'un médicament. Gélule de médicament, tu as un principe actif. Qui est le principe actif qui va guérir le patient. Et autour, tu as un enrobage. Ça s'appelle un excipient en pharma, mais on va dire c'est un enrobage pour le monsieur tout le monde. Et en fait, vous, monsieur, vous êtes le principe actif. Et nous, on est l'enrobage autour qui fait que ça va bien passer au niveau du corps de l'acheteur. Nous, on a un moyen de diffusion de votre expertise. Je serai jamais plus fort que mon droniste en drone. Je serai jamais plus fort en cybersécurité que mon client cyber. C'est pas le propos. Le propos, c'est d'accompagner votre expertise et d'être le bon enrobage. Parce que nous, on sait comment on va penser un acheteur, on sait quels vont être les points de passage. Et des fois, c'est pas un enrobage, des fois, il faut un spray. Et des fois, c'est pas un spray, il faut une piqûre dans le bras. Mais nous, on sait comment on va faire passer le message. Et le bon principe actif, sans le bon moyen de diffusion, ça va pas marcher. Si demain, tu as mal à la tête, tu me dis, ah Philippe, j'ai la migraine, un truc de malade, etc. Moi, je prends un Doliprane, je l'écrase dans ma main et je te le souffle au visage. Non, ça me fait rien. Ça sert à rien faire du tout. Et pourtant, le paracétamol, ça soigne le mal de tête. C'était bon principe actif, mais le mode de diffusion était très mauvais, tout simplement. Donc en fait, il faut le mettre dans le bon enrobage et tu dois faire avec un verre d'eau. Mais généralement, tu vois, je te pose la question aussi, parce que ça, on a déjà eu le cas. C'est, t'as des boîtes qui ont déjà répondu à des appels d'offres du côté privé, pas du côté public. Ouais. Et dans l'inconscient collectif, on entend appel d'offres. Ouais. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose? Il y a des liens ou comment c'est? Est-ce que c'est scindé en deux ou c'est séparé en termes de procédure, en termes de fonctionnement? C'est une bonne question. Et c'est monter un escalier, descendre un escalier. Ça se ressemble. Hein. Il y en a un, je peux faire toute la journée. Il y en a un, au bout d'un quart d'heure, je suis. Voilà. Appel d'offres public, appel d'offres privé, ça se ressemble. Mais c'est deux métiers différents.
la différence, un appel d'offres public, tu réponds à une annonce. Comme c'est une procédure contrôlée, ils sont obligés en fait de diffuser en fait l'offre au maximum. Donc en fait, toutes les entreprises sont potentiellement susceptibles de voir cette annonce de marché public et d'y répondre. Un marché privé, c'est un acheteur dans une entreprise, plus ou moins petite, mais c'est souvent des grosses boîtes ou des moyennes ou grandes entreprises, qui va dire j'ai un achat à faire et je vais contacter en direct en fait des gens qui sont concernés par cet achat. Exemple, on est à la fin de l'année, je dois acheter des caisses de champagne. Donc, je vais contacter des cavistes. Donc, je suis acheteur privé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un email, en fait, où je vais exprimer mes besoins. Je vais dire, voici mes quantités, voici mes trucs. Et je vais l'envoyer uniquement, soit à des cavistes que je connais, éventuellement celui qui m'a fourni à Noël dernier, par exemple, je vais reprendre le même. Des gens qu'on m'a chuchoté, je vais demander, tu connais quelqu'un? Ouais, lui, il est bien, etc. Éventuellement, des gens sur Google qui sont très bien référencés ou qui ont une forte notoriété. Donc, en fait, dans le marché privé, la difficulté, en vrai, c'est d'être en copie de l'email. Et comment tu fais pour être en copie de cet email? Soit tu as fait une démarche commerciale auprès de ces entreprises-là, de ces grands groupes. Maintenant, faire une démarche commerciale grand groupe, ça veut dire que tu as une équipe commerciale, etc., et des commerciaux qui sont structurés pour attaquer ces grands groupes. Ce n'est pas le commercial qui sort de BTS, tu vois. Et la plupart des TPE, honnêtement, elles n'ont pas ce genre de services commerciaux en interne. Marché public, c'est différent. Tu vas voir Mairie de Gennevilliers, on va parler que d'eux aujourd'hui, mais Mairie de Gennevilliers recherche un caviste pour ses commandes de bouteilles de fin d'année. Là, ça passe sur annonce et tout le monde le voit. Même la petite PME qui n'a pas entamé une démarche commerciale auprès de la mairie de Gennevilliers, elle va voir l'annonce et potentiellement, elle va être capable d'y répondre. Le parallèle que je prends souvent, c'est comme en recrutement. En recrutement, tu as un marché ouvert et tu as un marché caché. Le marché ouvert, c'est les annonces. Tu vas sur Cadre Emploi, LinkedIn, etc. Tu vois une annonce d'assistante, de secrétariat, tu réponds. Le marché caché en recrutement, c'est le recruteur qui n'a pas passé une annonce, mais qui va demander à son entourage, tu connais quelqu'un? Tu connais quelqu'un? Je recrute un commercial, tu connais quelqu'un? Là, la difficulté, c'est d'être dans le chuchotement. Si tu n'es pas dans le chuchotement, si tu n'es pas dans le couloir au moment où il en parle, tu n'es pas dedans. Ça, c'est le marché privé. Recrutement sur annonce, ça, c'est le marché public. Et tout le monde a sa chance à partir du moment où il a les moyens de détection et de voir ses annonces passer. Donc voilà la grosse différence. Et aussi, un des points, c'est qu'un acheteur public, un acheteur privé, ils ne vont pas chercher la même chose. Un acheteur public, il va obéir à des critères prédéfinis à l'avance, d'intérêt général. Il va être enfermé dans un carcan législatif de procédure d'appel d'offres. Un acheteur privé, il s'en fiche. Lui, il est là pour c'est quoi la dernière tendance technologique, comment je peux avoir un avantage concurrentiel par rapport à la concurrence, justement. Et il peut prendre des décisions. Le commercial, je ne l'aime pas, on ne va pas acheter chez lui. En Tu marché vois, par public, rapport tu à as tout ce que pas tu à faire dis, ça. en fait aussi, hein, il y a quelque chose d'intéressant, c'est de plus en plus, après c'est encore marginal, hein, mais Ouais, tu as les entreprises privées ouais, qui se basent sur la structure bien des sûr, marchés publics, de plus bien en sûr. plus pour... et c'est quand même intéressant de se dire, généralement on dissocie le privé du public, hein, dans notre image, c'est vraiment Ouais, deux opposés, alors que là ce qui est contradictoire, c'est que c'est le privé qui copie le ouais, public. ouais, ouais. Et Et c'est assez déroutant des fois de non, tout voir... à fait. Et pour contexte, tu fais allusion effectivement à l'appel d'offres que tu m'avais signalé, un c'est ça, appel ouais. d'offres privé qui passe sur des canaux publics. Et en fait, je pense que les deux mondes, ils fusionnent de plus en plus. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle, je vais utiliser un mot anglais, on parle d'overlap, c'est quand tu as deux sujets qui se chevauchent l'un sur l'autre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, les marchés. Alors souvent, c'est quoi? C'est le privé, c'est efficace. Le public, c'est un carcan administratif, ce genre de choses, etc. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a il y a beaucoup d'entreprises privées qui répondent à des marchés publics. Et donc, en fait, elles voient ces annonces dont on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Elles voient comment c'est Et elle structuré. duplique... Et en fait, elles se disent, c'est peut-être de l'administration, mais en fait, la façon dont ils structurent l'argent, c'est pas débile. Il y a peut-être un truc à piquer, en fait. Et donc, elles-mêmes, en tant qu'entreprise privée, quand elles lancent leur propre appel d'offres, moi, j'ai vu des trucs privés où ils demandent des DC1, DC2. Pour rappel, pour ceux qui nous regardent, un DC1, DC2, c'est un document de marché public. Et tu as une entreprise privée qui lance un appel d'offres privé qui demande un Elle DC1, copie DC2. totalement la procédure. Complètement copier la procédure. C'est un truc de Donc fou. c'est-à-dire que les services juridiques maintenant des entreprises C'est- privées, Ouais, vu ils ont qu'elles sont complètement, ils ont habituées... complètement repris le truc. C'est comme si tu vas à Franprix, tu vas chez une caisse de coca et te demandes un acte de naissance. Tu dis, je suis dans une mairie ici. Non, mais Ils ont pris le carcan administratif. Et là, on se dit non, mais c'est. Et donc voilà, elle s'approprie. Donc en fait, l'entreprise privée, qu'est-ce qui se passe? Elle va répondre à un appel d'offres public. Au début, elle va être paumée. Et c'est un peu aussi pour ça qu'on est, c'est-à-dire c'est quoi ce truc, c'est compliqué, etc. Sauf qu'en plus, dans le public, pardon, ils vont demander des garanties, ils vont demander une façon de présenter une offre, mais ils vont répondre à des gros marchés publics hyper bien structurés. Et ils vont dire, mais nous-mêmes, on est une grosse poids structurée. des gros besoins. Et en fait, la manière dont ils ont exprimé leurs besoins,
c'est peut-être un peu chiant, c'est peut-être un peu administratif, mais il y a peut-être des trucs à reprendre, Permet etc., d'optimiser etc. leurs achats. Exactement. Donc, il y a tout le truc un peu administratif trop lourd qu'ils vont mettre de côté, mais il y a des trucs qu'ils vont garder pour eux. Et c'est pour ça qu'on voit une fusion de plus en plus de ces deux mondes. Bah, c'est une fusion qu'on retrouve pas. On est en 2025 maintenant. La fusion, c'est partout. Tu vas au restaurant, les mecs, ils font africano-asiatique. Bah voilà. Bah, maintenant, tu as des appels d'offres, ils sont privato, public. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, tout est fusion. La musique fusionne, la restauration fusionne, les marchés fusionnent. Mais c'est intéressant, en tout cas, à observer. Je suis Parce que d'accord tu vois, avec toi. il y a eu des clients, même des prospects, qui nous demandent est-ce que bon, vous faites le public? Ok, très bien. Mais imaginons, j'arrive avec un dossier privé. Est-ce que vous Ouais, êtes en mesure de le faire ou pas? Parce que tu vois, on a déjà eu le cas, tu vois. ouais, ouais, ouais. Parce qu'après, c'est pour ça que je voulais savoir un petit peu par rapport à la Non, mais tu as différenciation des raison. deux mondes. La réponse, c'est oui. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont plus faciles dans un sens que dans l'autre. Genre, partir sur l'escalier, c'est beaucoup plus facile à descendre qu'à monter. Après, il y en a qui vont me dire, non, j'ai un problème au genou. Moi, c'est quand je descends que c'est dur. Mais dans le monde réel, descendre un escalier, je peux le faire pendant 3 heures. En monter un, j'ai vite mal aux jambes, tu vois. C'est plus facile de répondre à un marché privé qu'à un marché public. Le public, c'est complexe. Ils ont un jargon qui peut interpréter comme juridique. C'est très compliqué. Dans le privé, ils sont moins prises de tête. Ils vont avoir un besoin, ils vont exprimer des quantités, ils vont exprimer éventuellement un cahier des charges simplifié. Et même la réponse va être beaucoup plus simple. Ça ne veut pas dire que c'est moins important, mais c'est-à-dire il y aura moins de formalisme, on rentre moins dans... C'est pas une administration. Donc c'est ce qui fait une grosse différence. Euh, mais d'ailleurs, je vais me permettre de repositionner le truc, mais je vais glisser sur ce que tu viens de dire. Pourquoi j'ai créé la boîte? Moi, c'était, si tu veux, commercial, ok, je fais ça 10 ans. Réponse au marché public, ok, j'ai fait ça 10 ans. Travailler chez un acheteur public, Société du Grand Paris, j'ai fait ça également. Et en fait, moi, je suis sorti de 10 ans de réponse à appel d'offres public, plus travailler chez un acheteur public. Donc, si tu veux, moi, quand j'ai créé ma boîte, je me suis dit, tout le monde fait du public. Moi, ça fait 12 ans que je fais du public, j'entends parler que de public, tout le monde fait du Ah, public. t'es dans le microcosme du J'étais public. dans cette bulle, en fait. Et en fait, quand je suis sorti dans le vrai monde et que je rencontre des patrons de PME, je fais alors, le public, ils me disent, c'est quoi Si tu devais J'étais un petit peu choqué. ranger. Après, c'est bien on va dire, de ranger, on va dire, les différents types de personnes. À part t'as celui qui va répondre au marché public, qui répond déjà depuis des années, c'est son cœur de portefeuille, entre Ouais, guillemets. rare. C'est le plus rare. Mais vas-y, continue. Mais après, c'est quoi les autres types? Je dirais, parce que on va dire, il y en a 3 ou 4 dans les Ouais. grandes lignes. Ouais, non, mais bien vu. On va commencer par le premier archétype que tu as donné. L'archétype numéro 1, ça va être le patron d'entreprise qui répond aux appels d'offres. Et des fois, des très petites boîtes. Ça va être la TPE en région. Monsieur fait les chantiers. Madame fait tout ce qui est administratif. C'est pas pour être sexiste, hein, c'est que dans la vraie vie, c'est comme ça que se fait la répartition des rôles encore. Et en fait, ils ont tenté le coup en 2005. En 2005, ils se sont dit, tu sais quoi, Stéphanie, on va commencer à répondre aux appels d'offres. T'es sûr? Ouais, on va commencer. Alors, ils font une première réponse, ils se cassent le nez. L'acheteur leur dit, il vous manque ça, ça, ça. Ils font une deuxième réponse, ils se cassent le nez, il manque un peu moins, mais on n'y est pas encore. Et au bout de la 5e, 6e, 8e réponse, ils touchent un truc. Ils exécutent le marché, c'est sympa, etc. Et en 2005, ils sont lancés. Aujourd'hui, on est en 2025. 20 ans plus tard, bah, à force d'essais et d'erreurs, et surtout avec 20 ans de temps pour faire pousser un peu la démarche, mais à ce coup, ils sont titulaires de pas mal de contrats. Ça, c'est l'archétype numéro 1. C'est j'ai tenté ma chance il y a longtemps. C'est un peu comme en immobilier, quoi. C'est j'ai acheté ma chambre de bonne dans les années 80. Bon courage maintenant en 2025. Il fallait faire ça il y a 40 ans, les gars. Donc, il y a cet archétype-là qui existe. Ensuite, tu as l'archétype, mais cet archétype, il est rare. Parce que la plupart des PME vont pas forcément aller sur la commande publique. Je vais faire une digression avant de passer à l'archétype 2, mais les freins principaux, c'est trop compliqué, je suis pas une grosse boîte, j'ai pas assez de références, mon entreprise est trop récente, il faut 3 bilans, et là-dedans, il y a du vrai et du faux, mais il y a plein de freins qui font que cet archétype 1, il lui a fallu du courage en 2005 à l'époque pour y aller, et de la persistance. Parce que quand tu commences à répondre à des marchés publics, tu te prends des noms tout le temps. C'est de la prospection. C'est comme les gens qui font de la prospection porte à porte. Tu te prends des noms, tu te prends des noms, tu te prends des noms, puis après tu commences à prendre un oui. Et là, ça t'encourage et tu continues. Et tu continues. Mais pour un mec qui continue, c'est le neuf qui abandonne. Bah, c'est pour ça aussi, en fait, j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif des boîtes qui ont déjà tenté de répondre, Ouais. je dis c'est du public. Donc en fait, c'est comme si j'avais 100% de chance de le remporter. Dans l'inconscient au tout début, dans le process, les gens se disent c'est beaucoup plus simple que le privé ou le particulier que je vais devoir prospecter.
Je sais pas, mais c'est un ressenti. Quand je discute avec les gens, ils se disent ah ben c'est du public, donc je vais arriver, et c'est servi sur un plateau doré. Et après très rapidement, il y a des boîtes qui vont être déçues, tu vois. Tu sais ce que ça me rappelle? Alors, je vais peut-être faire dériver cet épisode 1 avec un exemple qui a rien à voir, mais ça me rappelle, j'avais 7 ans et j'ai acheté mon premier ticket de loto. Et pour moi, j'ai acheté un ticket de loto, donc forcément, je vais jouer les numéros. C'est mes numéros qui vont tomber, je vais gagner, tu vois. Et quand j'ai perdu, je fais quoi? J'ai perdu, qu'est-ce qui se passe? En fait, ouais, non, mais c'est comme tu ça vois que ce les que gens je veux dire? raisonnent au Et moi, départ. dans ma tête, oui, le loto, il y a une somme, je gagne. Bien sûr que ou j'ai gratté une carte à jouer. J'ai 6 ans, dans ma tête, ça va réussir. Parce que pas dire que les patrons d'entreprise sont des enfants de 6 ans, je prends juste ma vie à moi en exemple. Mais oui, c'est public, je vais répondre, forcément, j'ai touché un truc. En fait, dans la réalité, ça marche pas comme ça. Donc en fait, ça, c'est une première déception du tirage de loto que tu n'as pas gagné. Et donc, mais par contre, les gens, ils passent d'un extrême à l'autre. Ils passent de je vais forcément tout gagner à je vais forcément tout perdre. Est-ce que tu dirais pas c'est le plus dur, hein, pour avoir comment ça s'appelle un portefeuille client solide dans le public? Ouais. C'est la gestion de la frustration. C'est ce que j'appelais la persistance en fait. Cet exemple du couple en région, la petite PME qui a répondu en 2005, elle s'est pris beaucoup de noms avant d'engranger un oui. Et des fois, c'est au bout du 5e, 6e, 7e essai en fait. Et pour un qui va persister autant, il y en a 10 qui va abandonner en cours de route. Donc là, on est encore sur l'archétype 1. C'est l'archétype. J'ai commencé à répondre il y a bien longtemps, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et aujourd'hui, j'ai un portefeuille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les autres, qui font la même taille, hein, mais ils se disent j'ai aucune chance. Il y a l'entreprise qui est pignon sur rue il y a 20 ans. Mais elle a commencé, il y a eu un jour 1. Comme nous, on fait notre épisode 1, il y a un moment, tu as un jour 1, il faut démarrer quelque chose. Et tu as un proverbe chinois qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, en fait. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, plante ton arbre maintenant, plante ta graine maintenant. Et quand on sera en 2035, tu auras tes 10 ans d'expérience. Et si tu attends 2035, puis 2045, et qu'en 2035, tu dis, l'autre, il a plus 20 ans, il a 30 ans, tu commences jamais. Donc, en fait, le message, c'est plante la graine, fais comme l'archétype 1, plante ta graine maintenant. Lui, il l'a fait en 2005, toi, tu le fais en 2025. Et en 2045, tu auras des jeunes qui disent, j'ai jamais de chance contre lui, il a 20 ans d'expérience, il a commencé en 2025, c'est il y a longtemps, j'aimerais bien l'avoir fait à cette époque. L'époque, c'est et si tu dois conseiller, par exemple, à quelqu'un qui démarre, si on prend l'archétype 2, justement, qui est opposé au alors l'archétype 2, qu'on n'a pas présenté, mais l'archétype 2, qu'on devine intuitivement, on ne sait pas coordonner, mais l'archétype 2, donc c'est le contraire de l'archétype 1, c'est je vais pas sur les marchés publics, avec plein d'a priori. Donc ta question, du coup, c'est quel conseil si elle veut déjà un petit peu creuser, gratter, voir comment ça fonctionne de manière un peu périphérique, comment elle fait pour se renseigner, comment elle fait pour accéder à une source d'information. Parce que c'est la base avant de commencer la démarche. Déjà, la bonne nouvelle, si on a fait un épisode 1 du podcast, c'est justement pour se faire savoir que notre métier, il existe. Donc, alors, on verra combien de vues on aura, mais au moins ceux qui nous auront vus sauront qu'on existe. Mais aujourd'hui, c'est de se faire accompagner. Vous allez sur Google, vous allez sur LinkedIn, vous tapez conseil en appel d'offres, conseil marché public. On n'est pas les seuls. C'est un métier qui est émergent. Mais c'est un métier qui existe. Vous avez des cabinets de conseil, vous avez des acheteurs publics qui donnent du conseil, vous avez des organismes de formation. Donc moi, mon conseil numéro 1, c'est ne restez pas tout seul. Faites-vous accompagner, que ce soit par nous ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais faites-vous accompagner, cherchez l'information. À partir du moment, de toute façon, là, où l'entreprise, la TPE ou la PME est dans une réflexion, j'ai peut-être commencé à faire du marché public, elle va être en mode recherche. De la même manière que si demain tu cherches un appartement, tu vas être en mode recherche. Tu vas commencer à regarder du Se-Loger, du Logikimo, mais tu vas commencer à regarder quelque chose. Tu vas pas être là en train de. Donc je pense à partir du moment, donc vous êtes sur le bon point, c'est que vous êtes déjà intéressé par le sujet. Vous n'avez plus qu'en fait à trouver de l'information. Où trouver la bonne information, comment, ça c'est une autre question. Mais voilà, commencez à chercher l'information, conseils, appels d'offres, où trouver de l'aide. On est tous bien référencés sur Google. Parce que tu vois, on avait fait le test. Après, l'objectif, c'est pas de vendre un produit, déjà c'est de donner une information, je pense. Et tu vois, on a fait le test, hein, on a regardé l'info. Tout à fait. YouTube, ça fait facilement, je crois, 2 ans, non? C'est vrai qu'on a fait une recherche. Si on va sur YouTube et qu'on tape appel d'offres au marché public, les vidéos, les top vidéos qui sortent, elles ont entre 2 et 5 ans. Donc il y a des trucs pré-Covid en fait, où le code des marchés publics, ou le code de la commande publique plutôt, ça a évolué, a changé, c'est plutôt la même chose, mais c'est les seules vidéos qui sortent. Donc c'est vrai que j'avoue, il y a un trou dans la raquette,
au niveau de cet aspect-là. Et c'est pour ça qu'on essaye de le combler avec cet épisode 1 de podcast. Donc, de créer du contenu pour alerter, pour évangéliser, Entre pour guillemets, les alerter. néophytes aussi qui se font, sont pas Ouais. forcément. Bah, de toute façon, moi, pourquoi j'ai créé la boîte, c'est qu'en fait, le secteur public, et j'ai peut-être perdu ta question, mais on va retomber autrement. Mais pour moi, c'est un angle mort du commerce. C'est un angle mort de la vente, en Tu t'appelles fait. comment d'ailleurs? Tu m'avais dit, tu avais un acronyme spécifique. Ah ouais, moi j'appelle. Il y a le B2C, donc c'est business to consumer, donc c'est le particulier. Il y a le B2B, business to business, donc des entreprises qui se vendent entre elles. Et moi, j'avais sorti, c'était le B2P, business to public, qui permet en fait aux entreprises de se lancer sur un secteur public. Le B2C, le B2B, tout le monde est dessus. Tout le monde tout le monde sait faire du particulier. Le professionnel, un peu moins, mais toutes les boîtes B2B savent faire du B2B. Toutes les boîtes ne savent pas faire du business to public. Alors, il y a toujours des petits malins intelligents qui me disent ouais, mais moi je parle anglais. En anglais, ça se dit B2G, c'est business to government. Et moi je dis ouais, mais en français, c'est pas le même millefeuille administratif. Et que les appels d'offres des ministères et de l'État, c'est que 25%. 75%, c'est les collectivités. Donc B2G en français, ça marche pas. Et le public, c'est pas que le gouvernement. Le film que tu m'as parlé tout à l'heure, avec la vente d'armes, c'était du gouvernemental. En France, l'immense majorité des appels d'offres, c'est fait par les collectivités. Donc on va rester sur B2P. Donc, et c'est ça en fait. Donc à la fois, les PME, ils ont une frustration en disant le marché du particulier, le marché du professionnel, j'ai l'impression qu'on l'a épuisé, tous nos concurrents sont partout, on les retrouve tout le temps, on ne sait plus quoi faire. Bah, t'as un nouveau continent, c'est le C'est quoi, public. tu dirais, par rapport à ce nouveau continent? Imaginons, on est Christophe Colomb, on arrive en 1492, on voit l'Amérique. Ah, j'aime bien l'exemple. Ouais. C'est quoi l'avantage en fait? L'avantage de s'insérer sur les marchés publics. Ben, Si t'as vraiment, imaginons, t'en as un seul là, si t'es vraiment maintenant tout de suite, ce serait. Qu'est-ce qui te si, vient en tête s'il y en a un seul, déjà, si vous avez peur d'y aller, c'est que tous vos concurrents ont peur d'y aller. Donc ça fait une barrière à l'entrée en fait. Et si on prend l'image, c'est un peu l'image du périph en fait, où tu as, t'as trois voies. Imagine l'autoroute avec trois voies. Tu as une voie B2C qui est pleine, blindée, c'est embouteillé. Tu as une voie de B2B, pareil, tu as tous tes concurrents, il y a des voitures de partout, il n'y a plus de place. Tu as une voie du milieu, c'est la voie du public. Et là, personne n'a envie d'y aller parce que c'est compliqué, ça me fait peur, ça fait peur aux autres. Si toi, ça ne te fait pas peur et que tu vas sur cette voie-là, tu as une autoroute un peu plus nette et tu prends un peu d'oxygène, tu prends un peu d'air. Et c'est justement quand ça fait peur aux autres et que toi, tu oses y aller, bah, d'un seul coup, bah, pourquoi les gens ils font du hors-piste au ski? Parce que quand tu restes sur la piste, tu as tous les enfants, toutes les machins. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du hors-piste. Ils vont sur des neiges qui n'ont pas été explorées. Donc, c'est un peu ce qu'on propose. Par contre, il faut un bon guide de montagne. Parce que si tu te prends une avalanche, c'est bien fait pour toi. Mais après, tu vois aussi, c'est par rapport à tout ce qui est prospection, développement commercial. Ouais. Tu te rends compte quand même d'une chose. Et on va citer, toi comme moi, l'exemple, on va dire, l'exemple qui pourrait illustrer ça, c'est la récurrence Ouais, du tout à marché fait. public. Alors, effectivement, c'est un avantage 1. L'avantage 1 que j'ai présenté, c'est que vous allez moins trouver de vos concurrents habituels sur le secteur public parce qu'ils n'ont pas les cartes en main pour pouvoir répondre. Donc, quand vous les avez et pas eux, vous les grillez au passage. Enfin, vous grillez la politesse au virage. Le point numéro 2 que tu viens de citer, qui était? Par rapport à tout ce qui était prospection. Ah, par rapport à la prospection. Et donc, j'ai perdu le fil. Quand je parlais de prospection, tu vois, c'est les gens, c'est toujours d'être en flux tendu, tu vois, c'est de Ah, se dire, d'accord, la récurrence. la récurrence, c'était le modèle de récurrence. tu vois, si on prend l'exemple, on prend un exemple hein, qui est consultable, hein, qui est en ligne, hein, vu que c'est du public. Si on prend l'exemple de OPH Var Habitat dans le sud de la France, Ouais. tout ce qui est plomberie, le contrat, quand même, je suis désolé, tu vois un contrat, moi je suis plombier, je vois un contrat de 8 ans, plusieurs millions d'euros, ok, c'est pas forcément accessible à toutes les PME, mais c'est quand même, si on duplique ça sur des marchés de taille intermédiaire. Ouais. Alors, juste c'est, pour contexte pour nos auditeurs, c'est vrai qu'on avait détecté un appel d'offres, et tu fais bien de le mentionner, un appel d'offres pour l'OPH Var Habitat, pour des opérations d'entretien régulier de plomberie ou des petits De travaux chauffagerie, de chauffagerie, etc., sur sur les immeubles en fait, et le patrimoine d'OPH Var Habitat. Et effectivement, on a été hyper surpris de la durée du marché, parce que c'est un marché effectivement du 8 ans, tu le vois nulle part dans le non, effectivement, ça fait je l'ai déjà vu parce que moi, ça fait 15 ans que je fais des marchés et que tu démarres, mais c'est normal. J'ai peut-être vu 2-3 fois. Donc, toi, t'es tombé dessus la première année. non, Moi, j'ai peut-être c'est- attendu 7 ans, on va dans le Var, donc je suis d'accord. Mais non, c'est extrêmement rare. Et effectivement, il faut savoir, j'en profite pour introduire une statistique. 30% des marchés publics sont d'une durée égale ou supérieure à 48 mois. Et le schéma classique, c'est ce contrat est un contrat de 12 mois renouvelable 3 fois, soit une durée totale de 48.
ce qui permet effectivement de trouver de la récurrence. Effectivement, quand les PME, TPE qu'on rencontre vont nous signaler souvent les problématiques suivantes, qui sont soit j'ai accès aux particuliers, mais j'ai du mal à me développer sur la gamme B2B, donc le professionnel. C'est le cas notamment des déménageurs. C'est le premier exemple qui me vient en tête où ils me disent le particulier, on arrive à l'avoir. Mais le problème du particulier, c'est que c'est du one shot. Les gens, ils ne vont pas déménager toutes les semaines. Et ce qui permettrait d'avoir de la récurrence, c'est d'avoir du B2B. Si demain, tu as tes prestataires déménagement d'une boîte, je dis n'importe quoi, je ne vais pas redire Thales parce que j'ai des termes, mais je ne vais pas dire de nom, on va dire d'une grosse boîte. Si dès qu'il y a un salarié de cette grosse boîte que tu as en client qui déménage, tu as la bonne commande, là, tu as un modèle récurrent. Le problème, c'est que les TPE, PME de déménagement ont du mal à avoir ça. Je prends le déménageur Ouais, parce que non, c'est mais vraiment un exemple pertinent. Et l'avantage du coup, et là je sors du déménagement, c'est pour l'ensemble des TPE, PME, l'avantage pour elles, c'est de toucher enfin à cette récurrence qui leur manque. La plupart des TPE, PME ont du mal à avoir un modèle récurrent. je veux dire que c'est plus sur les activités comme le déménagement qui sont très cycliques. Et ça, c'est hyper cyclique, mais ça peut être aussi sur des besoins, ça peut être sur tout type de besoins. Donc là, j'ai pas d'idées qui me viennent en tête, mais typiquement, plomberie, tu interviens chez un particulier qui refait sa salle de bain, il va pas faire sa salle de bain la semaine suivante, hein. Là, tu interviens, tu fais ce chantier, c'est fini. Alors, c'est un Après, beau tu diras chantier. même l'événementiel. L'événementiel, tu as beaucoup de marchés. Oui, c'est vrai, tout à fait. Tu peux Parce que avoir. l'événementiel, et c'est vraiment cyclique, Bah, donc tu as une récurrence. souvent, les Oui, boîtes oui. d'événementiel, elles vont, ou alors les traiteurs vont te dire bah, on fait du mariage. Mais pareil, les gens, ils vont pas se Mais remarier tous les jours. Donc, au bout d'un moment, tu as fait leur mariage, ils vont te contacter peut-être pour leurs enfants. Ma fille va se marier. Et si t'es encore là, c'est encore ouvert. bah, c'est des cycles qui sont quand même plus longs que certaines Et activités. c'est beaucoup de one-shot. Et en fait, aujourd'hui, les PME ont du mal à trouver de la récurrence pour beaucoup d'entre elles. Elles ont du mal à trouver de la récurrence et elles ont du mal à trouver du coup une visibilité long terme. Et en fait, ce qui se passe avec le public, vu que 30% de ces marchés publics sont d'une durée de 4 ans et plus, c'est porté bien sûr par les marchés à bon de commande. Mais ça leur permet d'un seul coup, tu es déménageur, tu fais du one-shot, mais d'un seul coup, tu as un marché pour l'OPH VAR Habitat. Euh, Plus pour de la plomberie, mais pour le déménagement. Dès qu'il y a un locataire ou un truc comme ça, tu fais de l'aide au déménagement, tu as de la récurrence. Parce que du coup, des locataires, ils en ont plein. Ou alors, tu signes un gros client public. Dès qu'il y a un déménagement à faire d'un salarié, c'est toi qui le fait. D'un seul coup, tu as des contrats récurrents sur des contrats multi-annuels. Donc, un, tu sors du one-shot. Et deux, ça te permet d'avoir des contrats où tu n'es pas obligé de négocier ton bout de gras à chaque fois au 31 décembre, quoi. Je te pose une question, imaginons, hein, parce qu'on a... ça, tu vois, c'est un cas assez fréquent. Imaginons, j'ai un commercial Ok. dans ma boîte. Est-ce que on est opposé au commercial directement ou est-ce qu'on est complémentaire d'un commercial? Tu Tu veux vois? dire si notre client a un commercial en place? C'est ça. S'il a un client en place qui vend son produit, Ouais. qui se charge à la fois des comptes particuliers, des comptes pro et à la fois du public parce que c'est une petite structure, Ouais. est-ce qu'on est en opposition ou bien on est vraiment une force supplétive qui va ajouter une puissance de levier supplémentaire? Non, dans l'immense majorité des cas, on va intervenir en complément en fait. Parce que souvent, la plupart des commerciaux n'aiment pas forcément prospecter du public. Et même quand ils le font très rapidement, de toute façon, le client ou le prospect public va dire on a bien compris vos produits et services. De toute façon, sachez que nous, on achète sur appel d'offres. Donc, au bout d'un moment, retour à la case départ. Donc, D'accord. il va rentrer au bureau et va se dire autant la prospection téléphonique, autant négocier en direct avec un client chez faire, passer par toute cette procédure compliquée pour avoir un contrat, beaucoup moins. Donc moi, je vais me concentrer sur mon cœur de métier. Et si je peux trouver quelqu'un à côté qui me fait ça, c'est autant plus cool. Parce que d'autant plus que c'est des ventes qui vont s'intégrer à mon portefeuille et qui vont être intégrées à mon variable. Donc du coup, bien amené, en fait, ça vous permet justement de multiplier vos résultats. En plus, si c'est vous qui amenez un peu le lead à votre patron, je pense qu'il sera content du coup de vous Mais avoir ça permet recruté. aussi d'avoir une récurrence aussi pour son portefeuille Et ça client permet d'avoir une récurrence quand pour on son est propre commercial. portefeuille. Exactement. Donc, c'est hyper important. Et c'est vraiment ça le message qu'on essaye de faire passer. C'est pour ça qu'on fait ce podcast et c'est pour ça qu'on fait des campagnes marketing auprès des TPE, C'est un peu de PME. l'évangélisation en fait. C'est ça. Mais je pense que c'est un gros boulot, hein. C'est un gros boulot. Quelques chiffres qu'on va donner sur la commande publique, c'est 200 milliards par an. C'est à peu près 10% du PIB. C'est une somme qui est à peu près constante depuis 40 ans. Les TPE, PME n'en prennent que 25%, ce qui veut dire que c'est les ETI grands groupes qui prennent la part du lion. Et les PME ne prennent que cette petite part parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées un peu plus tôt, quoi. Ça me fait peur, c'est juridique, c'est compliqué, j'ai pas envie, c'est de l'administration, etc., etc. Et puis aussi beaucoup de clichés sur les délais de paiement. Alors que la plupart des entreprises qui travaillent avec du public disent non, en fait, ça paye super bien. Alors, Donc, je te prends un exemple vraiment imagé. ouais. Euh,
Tu vois, on imagine, tu as une boîte, ton portefeuille client, c'est qu'il y a des entreprises privées Mhm. Ok. ou du particulier. Ok. Et tu m'avais montré, c'est intéressant. Imaginons, on prend la boîte qui est avant Covid. Hein. Ouais, ok. Covid arrive, malheureusement, il y a des fermetures de boîtes. Ouais. Donc, c'est-à-dire que le portefeuille client diminue. Ouais. Donc, on doit repartir en prospection, on doit réactiver Tu dois le réactiver portefeuille. l'amorce de zéro, ouais. Et si tu compares ça à une deuxième boîte qui, elle, on va dire, a un portefeuille hybride, Ouais. donc à moitié tu vois, privé, moitié public, Ouais. elle va quand même avoir beaucoup plus de solidité sur le long terme en termes d'assises financières, notamment. Tout ce que tu viens de dire, ma grand-mère, elle aurait dit en une phrase, c'est faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est aussi bête Ah, mais que ça. généralement, tu vois, en fait, on retrouve ça. Non, Tu mais vois, c'est ça, c'est ça. C'est en fait une surreprésentation du privé en fait, dans le portefeuille. Et c'est l'exemple que je prends. Moi, je dis, si tu es électricien, on est en 2019, ta clientèle, c'est des Buffalo Grill, c'est des Planète Sushi, c'est des CA, les magasins de vêtements. Go Sport aussi, même. Tu fais, ouais, tu fais tous ces exactement. grandes structures. C'était Camailleux. Camailleux, c'était une très belle boîte en 2019. Et tu fais du retail. Et dès qu'il y a une ampoule à changer dans un magasin, dès qu'il y a une intervention électrique, tu fais. En 2019, t'es le roi du pétrole. Il n'y a rien à dire. T'es the king. T'as un portefeuille de grands comptes. T'es bien. T'as les magasins sur l'île de France ou ta région à Marseille, peu importe, etc. 2025. Pas la. Non, Camailleux a fermé, Planet Sushi a fermé en magasin, CA a fermé des magasins. Le problème, c'est que les boîtes privées ne sont pas à l'abri du dépôt de bilan ou d'un retournement économique. Le privé, la mairie, elle ne va jamais faire faillite, quoi. Elle ne fait pas faillite. Et ça, c'est même l'opposition vraiment avec le mais public non, mais ouais, qui a beaucoup plus de durabilité. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, même si on prend l'exemple du Covid, je sais que tout le monde a envie d'oublier cette période, mais si on prend un exemple, pendant que les entreprises privées étaient fermées, le public était ouvert. Donc, tu prends deux électriciens. Tu en as un qui bosse qu'avec les Campanile, Decathlon, Gosport, Camailleux, etc. Planet Sushi. Pas la même chose, et l'autre qui bosse avec les hôpitaux, les mairies, qui a un peu de privé aussi dans son mix avec des hôtels. Il y en a un, tout son portefeuille, il est en lockdown, en mode confinement, et l'autre, il continue à rouler parce que c'est ouvert. Alors, j'espère que ça va jamais se produire à nouveau, mais vu que ça s'est produit une fois, mais tu dis, si demain, le monde, il s'arrête de tourner à nouveau parce qu'il y a un autre virus, il y a un autre machin, il y a une autre catastrophe majeure, qu'est-ce que je fais, en fait? Est-ce que je me retrouve devant comme Grosjean, comme la dernière fois en 2020, où je regardais mon collègue qui faisait du public continuer à tourner, ou est-ce que je fais comme lui, du coup? Et du coup, on a vraiment senti, moi j'ai vraiment senti, et je pense que tu l'as senti aussi, on a senti un shift en fait dans le discours. Qui est assez récent. Et qui est assez récent. Là, on tourne notre épisode 1, tu vois, l'épisode 1, on est en mars 2025. La même conversation en septembre, quand on faisait des after-work, des rencontres professionnelles, etc. On a à peine 6 mois, le ouais, quand on disait marché public, les gens étaient ouais. Là, on dit marché public, les gens disent. Il y a beaucoup plus de réceptivité. Dites-moi un peu plus. Cette curiosité qui n'était pas présente avant. Exactement, mais je pense que les PME ont fait une année 2024 très compliquée. Ça a été très dur. Il suffit de lire la presse. Même c'est le cas encore quand tu poses des questions avec les exactement, record de défaillance, j'en passais des meilleurs. 2025, le contexte économico, politico, comico étant ce qu'il est. Il y a un manque de visibilité. Il y a un manque de visibilité qui fait qu'effectivement, avoir des contrats long terme, ça permet enfin d'avoir une visibilité nécessaire. Et en plus, du coup, et même ça permet en fait d'avoir un matelas. Une entreprise qui a un mix public-privé va être capable, si elle est capable de sécuriser des contrats publics long terme, idéalement des contrats de 3-4 ans, ça va lui faire un filet de sécurité qui fait qu'elle va être capable de prendre plus de risques en prospection sur le privé. Parce que moi, mon approche, c'est pas juste je fais du marché public, ça accompagne sur le public. C'est comment on peut accompagner ton développement au global. Et le fait qu'on soit capable de t'apporter du public en tant que c'est additionnel en fait ce que tu veux dire. C'est pas en concurrence avec le marché déjà existant, le portefeuille existant. Maintenant qu'on a réussi à te sécuriser, et c'est notre métier, qu'on t'a sécurisé un portefeuille de clients publics qui vont être dans la durée, etc., sur le long terme, tu vas être capable en tant qu'entrepreneur de prendre plus de risques que sur le privé en fait. Mais du coup, ça, c'est plus notre métier. Là, on sort de notre zone d'expertise. Tu veux dire que ça te permet de sécuriser ta trésorerie et de dire que tu peux prendre davantage de risques commerciaux sur le privé classique. Naturellement. Demain, je te mets en haut d'un immeuble, etc. Tiens, Vincent, mets-toi au bord de la rebarde, tu fais une cascade. S'il y a un filet de sécurité, il y a un matelas par terre. Tu vas être ça. Si je t'enlève le matelas de sécurité, tu vas être crispé. Tu vas dire, non, je peux pas y aller. C'est exactement la même chose. Tu veux dire qu'il y a une certaine rigidité commerciale. Bah oui. Si ton carnet de commande, il est vide, tes salariés, tu les regardes, tu demandes comment tu vas les payer à la fin du mois, et tu n'as pas de contrat long terme, etc., c'est compliqué. Quand tu as un matelas de clients un peu plus long terme, des contrats publics qui peuvent en plus être très sympathiques et très sexy commercialement,
as un contrat 2025-2029, tu en as un, tu en as deux, tu en as trois. Déjà, ton banquier, tu parles plus pareil. Tes associés, c'est plus la même chose. Même Et par ça te rapport à tes permet, salariés aussi, ça permet de même, exactement. consolider. Tu dis, on a remporté la Ouais. mairie de machin, on a remporté l'imprimerie d'un tel, la grande imprimerie nationale, si tu es plutôt une grosse boîte. Mais on a remporté ce client public. C'est un contrat de 4 ans. On est fiers de nos équipes commerciales de nous avoir apporté. On est fiers de notre prestataire. Mais c'est aussi des références uniques. Toi, tu sors de la Bibliothèque nationale, c'est des références Exactement, uniques c'est aussi. des références que tu n'as pas. En plus, ça te permet d'adresser des sujets que tu ne peux pas adresser non plus dans le privé. Mais donc, une fois que tu as des contrats comme ça, non seulement tu commences à parler long terme, mais en plus, ça te permet de prendre des risques, encore une fois, sur le marché privé que tu ne ferais pas forcément. Et ça te permet de refuser des deals dans le privé où un acheteur privé va te demander d'aller trop loin dans la négociation, parce que dans le privé, ils sont durs. Hein. Moi, quand je pense acheteur privé, moi, je pense grande distribution. Tu vois, c'est quand tu as un acheteur de ça, c'est un peu ça. C'est des acheteurs Ouais. qui peuvent te pressuriser. Les gens disent oui, dans le public, les prix, les marges sont On faibles. les voit comme des agneaux doux, en fait. Oui, ouais. L'image Alors, il idéalisée. y a ça, mais il y a aussi souvent oui, dans le public, les marges, elles sont faibles, machin. Mais je dis dans le privé, quand tu as affaire à un acheteur privé qui a un grand groupe, qui a la main mise sur toi et que tu as une petite boîte, je peux dire qu'il va te serrer à la gorge pour les prix. Donc, le fait d'avoir des contrats publics qui, des fois, ont de la marge. Faut arrêter avec ce cliché qui m'énerve. On en parlera à l'épisode 2, chers auditeurs. Mais il y a Tu dirais. des contrats. Attends, je finis là-dessus. Tu as des contrats à marge intéressants. Ça te permet, du coup, des fois, quand tu as un acheteur privé qui te demande d'aller trop loin ou de baisser ton froc, comme on dit dans le commerce, tu dis non. Non, je ne le ferai pas ton truc. Je suis désolé, c'est non. Tu me demandes d'aller trop loin, voilà. Donc, En tout cas, c'est plus l'obtention de la référence. Parce que tu m'avais parlé. En fait, il y a quand même une guerre de prix. Hein. Dans tout ce qui est commercial, que ce soit privé, public, il y a toujours une guerre de prix parce que c'est des contrats, c'est du business, c'est de l'argent en jeu. ouais. Mais est-ce que cette guerre de prix, elle n'est pas justifiée? Déjà, imaginons, tu as une référence Château de Versailles, tu as une référence Assemblée nationale. Tu vois, t'as ça, mais tu as aussi l'autre partie où tu peux travailler aussi après directement dans le public. Tu peux avoir la possibilité de faire des prestations Oui, supplémentaires. ce qu'on appelle du gré à gré. Après, on parle aussi de marché sans mise en concurrence. On va pas faire le détail dans ce premier épisode de podcast, mais tu as des boîtes qui bossent avec des entreprises publiques sans passer par des appels d'offres parce qu'on est sous les seuils de dépenses. Mais pour revenir à ta question ou à ton ajout initial, tu as des boîtes publiques, enfin, tu as des organismes, boîtes, on va parler, tu as des collectivités, des organismes publics qui ont du budget et qui sont prêts à accorder de beaux budgets pour de beaux projets. Faut arrêter avec cette image d'épinal. Alors oui, Que c'est gratte-pain en fait. ouais, Il n'y a mais pas non, assez d'argent. et puis oui, dans le public, ils ont moins de budget. Et dans le privé, ils n'ont pas moins de budget. On est en Il y a des contrats, il y a quand 2025. même des Je contraintes peux vous dire budgétaires. qu'en Hein. début 2025, tous les grands groupes font des coupes budgétaires, notamment sur des sujets de communication. On le voit. Nos clients ou nos prospects ou notre réseau en communication, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent les grands groupes, ils sont tous en train de fermer Tu les vois, vannes. même toutes les coupes de salariés. Il y avait Exactement, récemment, exactement. c'est, Auchan qui licencie. Alors, on peut pas travailler, nous, on n'a pas d'acquaintance à travailler avec des sujets de Oui. grande distribution, mais Auchan qui licencie, etc. Donc, faut arrêter. Le privé, c'est le pays de cocagne, où ils ont des budgets de folie, alors que le public, c'est des pauvres, ils ont rien. Il faut arrêter. Dans le privé, vous avez des acheteurs qui vous lâcheront pas du Moi, budget ça dépend comme ça. aussi du critère de notation. Est-ce qu'ils mettent l'accent Ça sur dépend. l'aspect. Et là, tu mets le doigt sur un truc, c'est que quand tu réponds à un marché public, tu as des critères de notation. Ils doivent s'y tenir. Et s'ils s'y tiennent pas, ils peuvent tomber devant le tribunal administratif. Et ça n'existe pas en marché privé, dans le sens où un marché privé, un acheteur privé lance un appel d'offres. Il peut dire envoyez-nous vos offres, on va regarder. Ils peuvent ne pas mettre de critères. Est-ce que c'est le prix de critère? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que je dois présenter une offre qui fait l'accent sur mes moyens humains? Est-ce que je dois mettre mon équipe en avant? Je suis un peu Il n'y paumé. a aucune obligation précontractuelle en fait. Non, C'est, non, alors que dans le public, ils sont obligés de dire. Ils vont dire 40% des critères de jugement des offres, ça va être le prix. 60%, ça va être la valeur technique. Dans cette valeur technique, on va faire particulièrement attention à vos moyens humains. Du coup, si tu es une TPE avec très peu de personnel, tu vas peut-être du coup décider soit de ne pas répondre à l'appel d'offres, soit de faire un groupement d'entreprises et de vous associer à plusieurs PME. Mais au moins, tu sais où mettre les pieds. Et ces critères-là, le jour où tu reçois ton courrier d'acceptation, bah, c'est bien, tu ouvres le marché. Et le jour où tu reçois ton courrier de refus, tu es capable de dire, mais attendez, vous me faites un refus, mais ce n'est pas sur les critères de l'appel d'offres que vous m'aviez dit il y a 3 mois. Et là, du coup, potentiellement, tu peux prendre un avocat pour attaquer la chose. Dans le privé, ça n'existe pas. D'ailleurs, des fois, ils ne te répondent même pas. Tu as joué un appel d'offres, ils ne te répondent pas. Dans le public, c'est un peu différent. Ah, mais c'est ça aussi. C'est souvent, tu vois,
l'aspect nébuleux de la chose fait que les gens s'y intéressent pas. C'est un sujet un peu Alors, délaissé. eh ben, je vais revenir sur le truc, mais c'est justement pour ça que j'ai créé l'entreprise. Le patron de PME, comme tu l'as dit, on a parlé d'archétype 1 qui ose, archétype 2 qui ose pas. Oui, il y a le troisième aussi, Il le y a, réfractaire, on va dire. ouais, il y a le réfractaire aussi. C'est vrai qu'on vend, ça fait un an qu'on bosse ensemble, et ce que je te disais au début, les marchés publics, on va dire que c'est un produit à perception négative. C'est-à-dire que quand tu parles, et ce qui m'a surpris, hein, moi j'ai fait 11 ans de réponse aux appels d'offres, passage par un acheteur Quand t'as vraiment été public. en contact avec le réel, Oui, oui, bien sûr. Mais moi, je sortais de ça. Moi, j'avais bossé pendant 11 ans que pour des boîtes qui répondaient aux appels d'offres. Donc, pour moi, c'était normal de répondre aux appels d'offres publics. Ensuite, je passe côté acheteur public, donc c'est normal de recevoir des dossiers. Et là, je vais dans le monde réel et je me rends compte que tout le monde déteste, quoi. Donc, ça m'a fait un peu un choc culturel. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et je t'avoue que j'ai pas compris. Il y a eu un lost in translation entre les deux. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, la réponse, du coup, je me suis dit, OK, il y a un point de douleur, en fait. Il y a un truc qui va pas. Il y a un point de douleur. Comment je peux l'adresser? C'est compliqué, on ne sait pas où on met les pieds, on ne sait pas ce qui se passe, c'est opaque. Je suis OK. Qu'est-ce que je peux faire de mon côté pour adresser cette opacité et faire en sorte justement de la lever? Et en fait, la réponse pour moi, je me suis dit, mais attends Philippe, tu as accès aux attributions de marché, tu as accès aux appels d'offres en cours. Comment tu peux utiliser les informations dont tu disposes pour faire en sorte que ce soit moins nébuleux pour la petite entreprise qui ne connaît rien? Et en fait, la réponse à ça, quand j'ai créé AO Conquête, c'est de dire, OK, quand je vais rencontrer une entreprise, maintenant, je vais proposer systématiquement une étude. Et en fait, ça passe par, OK, entreprise, c'est quoi votre secteur d'activité? Je suis plombier, je suis dans la communication, je suis cabinet de recrutement, je suis fournisseur en robinetterie, peu importe votre activité. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder les appels d'offres en cours, histoire de prendre juste une prise de tension en fait, de l'activité. Et je vais regarder surtout les attributions de marché. Les attributions de marché, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est les résultats en fait d'appels d'offres. D'où ça vient? Je décompose un peu parce qu'il faut expliquer. Euh, Lorsqu'un un organisme public ou une collectivité lance un appel d'offres, elle a d'une part l'obligation d'annoncer. C'est oyez, oyez, la ville de Goussainville recherche une entreprise de plomberie. Et l'autre obligation, c'est qu'elle est obligée d'annoncer à qui elle attribue l'appel d'offres. Oyez, oyez, 3 mois plus tard, la mairie de Goussainville a attribué le marché à Plomberie 95 pour un montant de 461 000 euros sur 4 ans. Moi, cette donnée, je vais être capable de la traiter et de l'aspirer. Pas à un niveau individuel, mais je vais être capable de dire Un quelles sont, les, échantillonnage. quelles sont les boîtes de plomberie sur la région Île-de-France qui remportent des marchés publics. Pour quel montant et auprès de qui? Et à partir du moment où j'ai identifié ça, je me suis dit, c'est bon, je tiens le truc. Et je me suis dit, à chaque fois que je vais rencontrer une entreprise, je vais lui demander c'est quoi son secteur d'activité, sa zone de chalandise. OK, je reviens vers vous dans quelques jours. Et quand je viens vers elle dans quelques jours, elle, c'est l'entreprise, je vais être capable de vous dire, bah, écoutez, madame, ou écoutez, monsieur, j'ai regardé. Si on regarde les 12 derniers mois, vous avez à peu près 130 appels d'offres par an qui vous concernent. C'est plutôt un beau volume. L'autre information, c'est que quand je regarde ceux qui remportent les appels d'offres sur votre métier, que vous soyez plombier, tapissier, drone, peu importe, ben vous avez des boîtes qui vous ressemblent, qui font le même chiffre d'affaires que vous. Les grosses boîtes vont être là, faut pas rêver. L'exemple que je donne tout le temps, c'est quand vous allez chez Auchan au Carrefour, il y aura Coca et Pepsi. Hein. Faut pas rêver, les gars. Enfin, ils vont être là. Ouais, non, c'est sûr. Mais moi, ce que je vais regarder, c'est est-ce qu'il y a Braise Cola, est-ce qu'il y a Marc Repère, est-ce qu'il y Une a diversité, en fait. est-ce qu'il y a les jeunes qui sortent de l'ESSEC et qui créent leur canette de Coca Voilà, c'est tout ça que je vais regarder. Et là, du coup, je vais être capable de dire, il y a 130 appels d'offres par an qui vous concernent, si je regarde les 12 derniers mois. Et surtout, quand je regarde les attributions de marché, et là, il y a deux scénarios possibles. Soit c'est, non seulement vous avez les grosses boîtes sont là, mais vous avez des boîtes qui font votre taille, voire des boîtes plus petites que vous qui y arrivent. Et ça, c'est le scénario idéal parce que du coup, on présente Un marché fractionné. également fractionné, mais surtout une étude positive. L'autre aspect, malheureusement, ça va être, soit il n'y a pas de volume. Quand je regarde votre métier, malheureusement, j'ai trouvé 5 appels d'offres ces 10 dernières années. Donc, ça va être un peu, désolé, ça va être un peu coincé. Donc, le volume est mort. Soit il y a un volume, mais quand je regarde ceux qui sont attributaires du marché, malheureusement, ils font tous 5 fois votre chiffre d'affaires. Donc, je vous déconseille d'y aller. Je vous déconseille d'aller. Comme j'ai à tous mes prospects, moi, je veux bien qu'on aille skier ensemble. Mais avant d'aller skier ensemble, je veux savoir si la piste elle est verte ou si elle est noire. Parce qu'en fonction, on va pas avoir le même comportement, on va pas avoir le même équipement. Et à des fois, on va juste refuser de skier.
Et ce refus de skier, ça va être le prospect où je vais faire une étude. Je me rends compte qu'il y a un volume, mais quand je regarde. C'est un exemple récent qu'on a eu récemment. Entreprise de nettoyage dans le PACA. 800 000 euros de chiffre d'affaires. Je me dis, ouais, son étude, elle va être miam, miam, tranquille. Et en fait, oui, il y a du volume. Bien sûr qu'il y a du Mais c'est volume des au boîtes à nettoyage. 30, 45 millions. Ouais, enfin, plus petits, on était, ouais, mais on était, Mais il y voilà, avait comme tu dis, un différentiel qui était on était important. à 6, 8, 10 millions de chiffres d'euros par rapport à une boîte qui fait 800 000 euros de chiffre d'affaires. Le détail était trop grand. J'ai dit, on va pas skier là. Mais Là, on va se prendre une avalanche. je te pose la question aussi, tu vois, ça peut être contre-intuitif de se dire, le marché est quand même accessible, mais il y a des grosses boîtes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque, entre guillemets, commercialement parlant, à essayer de percer ce marché? Ça veut dire, parce qu'en fait, si on est tous, on se dit tous ça, en fait, au final, il n'y a personne qui accède au marché. Tu vois ce que je veux dire? C'est, je suis une petite boîte, allez, je vais quand même tenter. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça aussi la difficulté. Hmm. Après, si tu prends la téléphonie et des contrats à plusieurs dizaines de millions, là, oui, ça sert à rien. Non, mais, non, mais après, la présence de grosses boîtes, le problème, c'est que tu peux l'interpréter de deux façons. S'il y a que des grosses boîtes dans ton truc, est-ce que c'est parce qu'ils ont tué la concurrence ou est-ce que c'est parce que les petites n'ont jamais osé se présenter? c'est le deuxième cas qui est quand même aussi pertinent. Exactement. Et en fait, des fois que tu vois que des grands, est-ce que c'est parce qu'ils ont phagocyté et que les petits ont essayé, mais vraiment ils ont perdu la guerre et on rentre dans un scénario super bizarre? Ou est-ce qu'il y a que des grands parce qu'il y a que qui répondent aux appels d'offres en fait? Et que les petits, bah, elles ont eu peur, elles ne sont jamais présentées. Et en fait, ça se trouve, elles auraient eu leur chance. Je vais te donner un exemple là-dessus. Moi, je connais très bien le milieu des bailleurs sociaux. Je ne vais pas donner des noms parce que c'est un petit milieu, mais quand tu parles avec eux, souvent, ils vont dire, mais nous, les grosses boîtes, on en a marre. Ce qui se passe, en fait, c'est que tu vas avoir une centrale du siège qui va répondre aux appels d'offres. L'assistance. Voilà, le service appel d'offres, la grosse boîte qui va répondre aux appels d'offres. Ils vont décrocher un appel d'offres, ils vont décrocher le marché. Sauf que le problème, c'est que le marché, ensuite, il va être exécuté par une agence locale. Et donc, le siège va dire à l'ascensoriste 95, en centrale, on a remporté un appel d'offres. Tiens, bah, tous les bâtiments du 95, voici la grille de prix. Et mec, il va. Il sous-traite entre guillemets en interne. C'est ça. Et mec, il va voir la grille de prix. Il va dire, mais attends, c'est quoi ces prix? Attends, mais ça vaut même pas l'essence pour y aller, quoi. C'est un truc de fou, moi j'y vais pas. C'est-à-dire qu'ils imposent à leur filiale. Mais ouais, parce qu'en fait, place, le siège joue, mais le magasin local, lui, il dit, mais attendez, mais c'est quoi ces conditions? Donc en fait, ce qui se passe concrètement pour le bailleur social qui fait ça, le problème, c'est que là, il se trouve avec un ascensoriste qui a pas envie de faire les réparations, qui a pas envie de venir, qui renacle, qui parle mal aux locataires. Et donc en fait, ce qui se passe, désolé pour les ascensoristes, hein, j'ai pris un exemple, mais c'est vrai pour ceux qui réparent les chauffe-eau, etc. Bah souvent, ils se disent, on en a marre des grosses boîtes parce qu'elles vont tirer des prix. Sauf mais que le service n'est pas derrière. on se retrouve avec des interlocuteurs qui n'ont pas envie d'être là. Et souvent, du coup, elles reviennent. Et moi, j'ai vu en 15 ans, j'ai vu un shift. Depuis 2010, où j'ai répondu à mon premier appel d'offres, aujourd'hui 2025, j'ai vu un shift où il y avait les critères étaient vraiment à l'époque à 60% sur le prix, 40% sur la valeur technique. Aujourd'hui, il y a un retournement. C'est vraiment 60% valeur technique et 40% pour le prix. Donc, le prix redevient minoritaire. Donc, on voit un retour en arrière. Les grosses boîtes font des fois un super boulot. Je ne suis pas en train de les diaboliser, mais des fois, il y a un retour en se disant, ouais, est-ce qu'on n'essaie pas de faire jouer les plus risque petits, un quoi. petit peu de tenter. Mais pour ça, il faut tenter de répondre aux appels d'offres. S'il n'y a que les grosses boîtes qui répondent aux appels d'offres et toi, en tant que petit, tu ne réponds pas, exemple c'est une récent. pensée limitante, en fait, tout simplement. Exactement. Exemple récent, département 06, mairie de Mandelieu en Napoule. Qu'est-ce qui s'est passé à la mairie de Mandelieu en Napoule? Il s'est passé la chose suivante. La municipalité a lancé un appel d'offres de voitures électriques. Tu souris parce que tu sais très bien où ça va venir. Je vois très bien appel d'offres l'exemple. de voitures électriques. Personne ne répond. La première fois à l'appel d'offres. Donc, personne ne répond. Qu'est-ce que fait la mairie de Mandelieu en Napoule? Elle relance son appel d'offres une deuxième fois. Et la deuxième fois, qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a qu'un qui répond. Et il n'y en a qu'un qui répond, c'est le concessionnaire Tesla. Et le concessionnaire Tesla, il répond, il est tout seul. Un commercial qui a compris la mécanique. Exactement. Et c'est pas Elon Musk qui a monté le dossier. Non, d'accord, c'est le concessionnaire du coin qui a fait DC1, DC2, documents des marchés publics, qui a mis une grille de prix, qui s'aventure à répondre. Il n'y a ni le concessionnaire Renault, ni le concessionnaire Peugeot. Il n'y a aucun qui a répondu à l'appel d'offres. Le mec était tout seul à se présenter. Son offre, elle correspondait, elle était dans la grille de prix, elle répondait au cahier des charges fonctionnelles. Ils ont obtenu le marché. Et ben les flics de Mandelieu en Napoule, ils vont rouler en Tesla. C'est pas belle la vie. Alors qu'ils auraient pu acheter moins cher. Mais comme personne ne répond aux appels d'offres, parce que là, on parle de petites boîtes, on parle de grosses marques, Tesla, Peugeot, Renault, mais là, on parle au niveau concession locale. C'est la PME du coin, c'est le garage du coin qui a déposé un dossier. Donc, vu que les PME répondent pas aux appels d'offres, les flics iront en Tesla. Et ça, cet exemple-là, il est sorti dans la presse, donc on l'a vu. Mais il y en a combien des comme ça, en fait?
Je te pose la question, hein, pour rebondir un petit peu sur ce que tu Vas-y. disais par rapport au système d'agence. Imaginons, je suis un franchisé, je fais de la fourniture, par exemple, de matériaux de construction. Ok. Est-ce que je suis dépendant de mon siège pour répondre, si je suis un franchisé, par exemple, et j'ai en tout cas l'opportunité de répondre pour mon agence? Est-ce que c'est possible de faire ça ou pas? Alors, la réalité, c'est que ça dépend de la boîte, ça dépend de ton contrat de franchise et ça dépend de pas mal de choses. Mais même franchisé ou intégré d'ailleurs, la plupart des agences locales ont quand même pas mal de souplesse. Par Quand tu rapport à la es réponse? directeur d'agence, tu es quand même maître de t'es quand même maître de ton recrutement, tu es maître de ta stratégie commerciale locale. À partir du moment où elle ne va pas clasher avec la stratégie nationale. En même temps, ça m'étonnerait que la stratégie nationale t'engueule parce que tu amènes du business. Donc que ce business soit public ou privé, ils vont s'en ficher. Et en fait, ce qui se passe, soit, tu es agence locale et tu es dans une boîte où au siège, ils répondent, il y a un service appel d'offres. Dans ce cas, c'est compliqué parce qu'ils ont un service appel d'offres, etc. Mais tu as plein de grosses boîtes où c'est pas le cas. Ils ont pas ce cas de figure. Donc, si tu es proactif, tu es agence locale pour une boîte où dans un siège, il n'y a pas de service appel d'offres, tu peux très bien dire, bah, vu que le siège ne fait pas le nécessaire, du coup, il y a un vide. J'ai appelé ça un vide juridique, mais il y a un vide fonctionnel qui fait que du coup, je vais prendre le lead en local. Et même, ça se trouve, en tant qu'agence locale, tu réponds aux appels d'offres en local, en te faisant accompagner par nous, bien entendu. Mais tu réponds aux appels d'offres en local, tu as des succès. Ça se trouve, au national, ils vont dire, oh, ils nous font quoi là Tu veux dire qu'ils vont inverser Et l'approche, on part de l'agence et exactement. après ça Et il nous va. faut quoi dans le département 13 là? Ils sont en train de prendre des mairies, des contrats de 4 ans. Oui, au bout de Il y 2 a, ou 3 ans, il y a peut-être une ils vont avoir success plusieurs story à contrats. dupliquer. Et là, en séminaire, tu te la joues parce que je sais comment ça se passe. Hein. J'ai été salarié pendant 20 ans auprès des grands groupes. T'es en séminaire, dans le 13, qu'est-ce qui se passe? Vous esquintez les ventes. Ouais, on a tenté les mairies. Donc au début, on a perdu parce que c'est comme ça que ça se passe, on va pas se mentir. Puis après, on a trouvé un rythme de croisière où ça commence à être intéressant. Et donc, typiquement, ouais, non, ça peut être un bon complément. Si vous êtes agence, magasin, agence locale, le siège, il n'y a pas de stratégie appel d'offres et vous voulez tenter en local une stratégie de réponse, honnêtement, ça peut valoir le coup. Ouais. Je vais sauter un peu du coq à l'âne, mais il y a quand même un sujet qu'on a quasiment pas abordé, c'est le mémoire technique, quand même. Ah ouais, le mémoire Tu vois, technique. je pense qu'il faut Ouais, peut-être un peu expliquer. ouais, ouais. Le mémoire technique, c'est compliqué. En fait, c'est quoi un mémoire technique? Vous répondez à un appel d'offres, vous voyez la fameuse annonce, vous répondez avec plein de documents administratifs, mais là, on va passer. Vous répondez surtout avec une grille de prix qui est standardisée. Toutes les entreprises vont répondre avec la même grille de prix. Comme ça, l'acheteur il pourra comparer les offres. Et vous allez surtout répondre avec un document qui s'appelle le mémoire technique. Le mémoire technique, c'est un document qui n'a pas vraiment d'équivalent dans la vente privée. Parce qu'en vente privée, moi, je fais que de la vente privée. Hein. Quand j'arrive à l'écrit, j'ai déjà fait une visio avec le client, j'ai déjà rencontré en vrai, en after work, on a déjà fait un Il n'y repas a pas avec un forcément un contact apporteur physique. d'affaires. Exactement. Alors que quand on répond à un marché public, vous n'êtes pas en contact, il lit juste votre document qui a un mémoire technique. Donc, autant dans le B2B classique, l'écrit n'arrive que très loin dans la négo, autant en marché public, vous démarrez directement par l'écrit. Donc, déjà, ça demande un shift. Je peux vous dire, moi, en tant que commercial terrain qui vendait avec la poignée de main et quand j'ai dû vendre uniquement en mémoire technique, ça demande un parcours d'apprentissage. Le mémoire technique, concrètement, c'est un document qui va expliquer vos moyens humains, vos moyens matériels et la méthodologie que vous avez déployée pour répondre explicitement aux besoins exprimés au cahier des charges. Comment vous allez exécuter le marché si je vous signe, si le client public vous signe. C'est un document qui n'a pas d'équivalence, comme je disais, En corporate. ça n'a pas d'équivalence souvent en marché privé, les gens vont faire des présentations, mais pas un mémoire technique. Vous n'avez pas poussé autant de détails en termes de méthodologie. Je vais prendre une analogie qui vient de... Je parle beaucoup par analogie, donc c'est comme ça. J'ai acheté il n'y a pas longtemps une friteuse sans huile. Tu me dis, Philippe, on parle de mémoire technique, pourquoi tu me parles de friteuse sans huile? Je vais te dire, Vincent, pourquoi je parle de friteuse sans huile. C'est parce qu'en fait, quand j'ai acheté la friteuse sans huile, tu as un packaging déjà. Tu as l'image du produit qui donne envie, tu vois. Tu ouvres le paquet, tu as le produit, ok. Tu as une notice d'utilisation. C'est comment utiliser l'appareil, sur quel bouton appuyer, comment ça fonctionne. Tu as une autre notice qui est la garantie et le SAV. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une panne, les trucs de dépannage courant, le numéro de SAV, etc. etc. Donc, tu as un packaging qui te donne envie, tu as un autre document qui est une notice d'utilisation, tu as le produit en lui-même et tu as encore un autre document qui dit la garantie. Un mémoire technique, c'est tout ça en même temps. En fait, c'est ce qu'on C'est retrouve au dos tout des. ça à la fois. Quand tu vas chez Darty, tu achètes une friteuse sans huile, tu as tous ces trucs. Ton mémoire technique, c'est un packaging qui donne envie. C'est une notice d'utilisation de tes produits et services. Comment ça fonctionne? Demain, on démarre le service en avril. Qu'est-ce qui va se passer pendant les C'est le 4 cadeau, prochaines années? c'est le papier cadeau, c'est. Exactement. C'est la réunion avec l'acheteur, etc. Quels moyens tu développes? S'il y a une tuile, c'est quoi le process de SAV?
Donc, c'est tout ce truc. Sauf que dans un appareil électroménager, c'est différents documents et c'est un package en carton avec une image. Dans un mémoire technique, c'est un document et des annexes, mais c'est tout ça qui doit présenter vraiment. Je dois tout savoir. L'acheteur public doit l'ouvrir. Il dit, je sais à qui j'ai affaire, je sais qui est dans la boîte, je sais quelle méthodologie ils vont adopter. S'il y a une tuile, je sais exactement le circuit que ça va se passer. Je referme, je vais me marier avec lui. Je vais me marier contractuellement, businessment parlant, bien sûr. Le problème de ça, c'est que quand on fait des audits de mémoire technique, souvent c'est des présentations. D'ailleurs, by the way, les mémoires techniques PowerPoint, il y a un moment, il faut arrêter. Un mémoire technique, c'est sur Word. Je vais me faire des ennemis, mais un mémoire technique, c'est sur Word. Je dirais ça à l'épisode de pourquoi, mais ça laisse la place au texte. Il faut s'exprimer. Une image, une punchline, PowerPoint, ça c'est bien quand vous êtes dans la pièce pour expliquer PowerPoint. Ouais. Quand vous répondez à un appel d'offres, vous n'êtes pas dans la pièce. L'acheteur, il ouvre le document, vous n'êtes pas là pour lui expliquer. Il doit être en mesure de naviguer lui-même tout seul. Dans le document, il doit fermer, il doit tout comprendre. C'est complètement différent et c'est un exercice qui est très compliqué. Mais ça, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un épisode 2. Ouais, pour expliquer carrément sur le vraiment sujet du mémoire technique. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses et pour un épisode 1, c'est plutôt pas mal. Ouais, je pense que là, on a quand même fait le tour, on a dégrossi un petit peu la commande publique dans son ensemble. Exactement. Et PME, faut y aller là. Faut se réveiller, etc. Ah bah, On quand vous même, redira l'épisode de pourquoi, mais il y a de l'argent à prendre. Pas pour tous, mais comme on fait une étude, du coup, vous saurez si c'est le cas ou pas. Bah, à bientôt pour le prochain épisode. Elle est pas facturée aussi. Hein. Ah, en plus, l'étude n'est Ouais. pas facturée. Tout simplement. Merci à vous. Allez, merci à vous et au plaisir.